Les paranormales, nous n'y croyons pas, nous l'étudions. Ça me semblait complètement ahurissant d'avoir des personnes sérieuses dans des robes blouses blanches qui étudiaient un phénomène aussi impossible qu'un rêve télépathique. L'idée de faire la recherche en parapsychologie semblait absurde. Ceux qui sont trop naïfs parce qu'ils sont trop sceptiques et ils ne comprennent pas grand-chose par rapport à aussi certaines réalités. Pour moi, la science, c'est la méthode scientifique. Mais beaucoup disent que mais vous ne pouvez pas étudier les ovnis parce que les ovnis n'existent pas. Un scientifique doit pouvoir étudier tout. Tout. Il n'y a rien de plus disruptif dans la science actuelle, dans notre système de croyance actuel, que d'imaginer qu'il existe une après-vie. Où est-ce qu'on se trouve? Qu'est-ce que c'est que cet institut? Alors, l'Institut métapsychique, c'est une fondation qui existe depuis plus de 100 ans. Donc, c'était créé en 1919. Et c'était pas physiquement ici, dans cette locale où on est aujourd'hui. En fait, c'est le troisième lieu dans lequel l'Institut est. Ça a commencé dans une autre partie de Paris, avenue Niel. Et on est là depuis 2002, en fait. Donc l'Institut s'est créé avec une intention très intéressante, c'était de prendre les phénomènes qui étaient très présents à l'époque, début XXe siècle, fin XIXe siècle, les phénomènes dits spirit, et de les étudier avec un regard scientifique, c'est-à-dire à la fois de ne pas les rejeter par réflexe scientifique, mais de ne pas non plus l'accepter tel quel, c'est-à-dire il fallait les étudier avec les moyens disponibles pour les scientifiques à l'époque. Donc ouverture, mais rigueur. Et c'est toujours notre slogan, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, que les paranormales, nous n'y croyons pas, nous l'étudions. Donc, voilà, ça capte un peu le positionnement de l'Institut métapsychique, qui est de prendre ces phénomènes au sérieux, mais de les étudier aussi sérieusement. Quand je dis au sérieux, ça ne veut pas dire forcément de tout accepter, mais ça veut dire que ce sont des objets scientifiques dignes d'intérêt. Ok, et maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? D'où est né cet intérêt pour ce genre de questions? Quel est votre rôle à l'intérieur de cet institut? Donc là, en termes de mon propre histoire, c'est que je suis né aux États-Unis, mais je suis parti très jeune en Grèce, donc à 6 ans. J'étais en Grèce, j'ai grandi là, 6 à 18. À 18 ans, je suis retourné aux États-Unis pour faire mes études, donc en gros en psychologie expérimentale et sciences cognitives. Et assez tôt dans mes études, j'ai découvert un laboratoire de recherche qui était à New York, à Brooklyn, qui était l'hôpital des Maïmonides, un grand hôpital assez connu, Maïmonides, où dans le département de psychiatrie, un psychiatre avait créé un laboratoire d'études de télépathie en rêve. Et donc, il avait un laboratoire qui permettait les chercheurs de constater à quel moment la personne rentre dans une phase de rêve. Et donc, comme c'était fait à l'époque aussi, qu'on attend une certaine période, donc selon la signature électrocéphalographique et électro-oculographique, donc avec les yeux, ces deux-là donnent une bonne indication si la personne est dans la période, ce qu'on appelle rapid eye movements, et donc de rêve, ou s'il est dans un sommeil plus profond. Donc, ils avaient imaginé un protocole dans lequel il y a un émetteur, c'est-à-dire une personne dans une pièce éloignée, isolée, qui va regarder une image sélectionnée aléatoirement dans une grande banque d'images. Donc, toute la nuit, cette personne va braquer le regard et va essayer d'imaginer
qu'il projette en quelque sorte des informations par rapport à cette image au dormeur qui est dans une autre pièce, donc isolée. Et donc l'expérimentateur associé au dormeur, c'est-à-dire qui était dans une autre pièce et qui regardait la physiologie, quand il voyait que la personne rentrait dans la période de sommeil paradoxal, donc de rêve, il attendait et après quelques minutes, il réveille la personne, il dit « Merci de nous dire quel était votre rêve ». La personne racontait et l'expérimentateur enregistrait tout ça. Et on sait que les gens, en général, ont une très bonne souvenir de leur rêve si on les réveille tout de suite après. Tandis que les matins, la plupart sont partis. Donc, il répétait ça toute la nuit. Et les matins, on présentait l'expérimentateur toujours, qui connaît bien sûr pas l'image vue par l'émetteur. L'expérimentateur présente plusieurs images, c'est-à-dire une qui est la bonne, accompagnée de plein de leurs. Et on ne sait pas bien sûr laquelle est la bonne. Et la personne, sur la base de tout ce qu'il a raconté, tous ses rêves, doit choisir, hiérarchiser, prioriser en quelque sorte, et dire celle qui ressemble le plus à l'ensemble de mes rêves, c'est cette image-là. Après, c'est là, après, c'est là. Et donc, de cette manière-là, c'est relativement simple d'analyser statistiquement les résultats de ces expériences quand on fait beaucoup d'expériences de ce type. Et les résultats étaient extrêmement significatifs. Donc, bien sûr, ce n'était pas ouvert à tout le monde, c'était avec des sujets sélectionnés, c'est-à-dire c'est une approche qui s'est concentrée sur 5-6 personnes qui semblent avoir spontanément avaient de bonnes anecdotes par rapport à leur capacité d'avoir de rêves prémonitoires, télépathiques, etc. Et moi, ce qui m'étonnait là, c'était effectivement, moi venant de Grèce et étant dans un programme de psychologie expérimentale, ça me semblait complètement ahurissant d'avoir des personnes sérieuses dans des robes blouses blanches qui étudiaient un phénomène aussi impossible qu'un rêve télépathique. Mais j'étais fasciné. Et c'était ça ma première rencontre avec la métapsychique ou la parapsychologie, comme on dit aux États-Unis. Vous dites que dans cette expérience, les personnes qui étaient celles qui dormaient, qui faisaient le rêve, étaient soigneusement choisies. Mais les personnes qui envoyaient l'image, elles n'étaient pas soigneusement choisies pour leur capacité? Non. Non, parfois c'était même des personnes de laboratoire qui étaient simplement eux-mêmes des chercheurs. On a appris depuis quelques décennies de recherche de se focaliser sur les récepteurs dans ces expériences, ou les percipients, plutôt que l'émetteur. C'est peut-être une erreur, mais on a pas mal d'indications que la plupart du temps, le vrai travail est fait par celui qui perçoit et pas par celui qui envoie. Et une des raisons qu'on le sait, c'est parce que parfois on a des grandes réussites sans émetteur du tout. Alors ensuite, suite à cette découverte que vous vous dites, tiens, aux États-Unis, on fait des recherches telles que celle-ci, qu'est-ce que vous faites? Alors, je continuais. Donc là, au début, c'était plus que j'étais un bénévole, un volontaire qui était essentiellement curieux. Je disais, mais c'est pas possible. Mais j'ai commencé à rentrer un petit peu dans l'esprit d'aider avec les expériences. Après, quand j'ai commencé mon doctorat, je dis, mais il n'y a rien de plus important dans le monde, en tout cas dans le monde de la psychologie expérimentale, qui m'intéresse plus. C'est ça que je veux faire. Et bien sûr, c'était pas du tout commode parce que, évidemment, il n'y avait pas une reconnaissance ni de ces phénomènes, ni de la recherche de ces phénomènes dans les universités. Donc, il fallait essentiellement que je me batte pour faire mon doctorat, ma thèse là-dessus. Mais j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui était effectivement reconnaissait le droit à la liberté académique et qui m'a protégé. Et donc, je fais mon doctorat sur une de ces questions qui sont incluses dans la parapsychologie, notamment ce qu'on appelle la micropsychokinèse. Et sinon, j'ai travaillé beaucoup par la suite à
un nouveau laboratoire à Princeton qui s'appelle Psychophysical Research Laboratories avec un des grands leaders de la parapsychologie américaine, Charles Honerton. Donc, je travaillais pendant des années sur un protocole qui remplaçait en quelque sorte le protocole de télépathie en rêve. Le protocole s'appelle le Ganzfeld, qui est une approche de privation sensorielle avec des balles de ping-pong, avec un casque là, qui produit un sort de champ homogène. Et pareil, la personne doit constamment, en quelque sorte, là on n'est pas en rêve complet, on est dans un état intermédiaire et on demande à la personne simplement de raconter tout ce qui se passe par la tête pendant une demi-heure, 40 minutes. Et la personne raconte spontanément tout ce qui arrive, des images, des micro-rêves, des pensées, des réflexions, des souvenirs, tandis qu'il y a une personne dans une autre pièce qui se focalise à nouveau sur une image aléatoirement choisie et tente de transmettre cette image au percipient, au récepteur. Et après, on fait des évaluations, bien sûr, sur un grand nombre d'essais si on dépasse les taux de réussite qu'on attend par le hasard. Donc ça, c'est une approche, c'est là, de Ganzfeld et la micro-PK, la micropsychokinèse, dans laquelle j'étais assez activement chercheur aux États-Unis. Et voilà, et après, je suis venu en France. Et là, c'était un virage parce qu'en France, l'idée de faire la recherche en parapsychologie semblait absurde, comme je comprends, mais c'est ça, être rationaliste, un pays rationaliste. Donc, pour un certain temps, je ne trouvais pas ma place dans cette approche. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un grand homme, Marcel Audier, de Suisse, qui a proposé de financer ma recherche, de continuer en quelque sorte à travailler là-dessus. Donc on a travaillé, et grâce à lui, j'ai sorti aussi un CD-ROM, c'était un support d'éducation et d'exploration personnelle sur ces phénomènes qui étaient vendus en France, en Suisse, aux États-Unis, en Grèce. Et par la suite, voilà, j'ai été sollicité par l'Institut métapsychique, là on est aujourd'hui. On m'a demandé de prendre la présidence de l'Institut, qui à l'époque n'allait pas très bien. C'était une période assez plate pour l'Institut. Et donc je suis venu, et voilà, j'ai introduit ma propre orientation, on peut dire, qui est une orientation plus vers l'expérimentation que vers les études de terrain ou les analyses théoriques et ainsi de suite. Donc je voulais mon objectif était toujours de rassembler un maximum de scientifiques et de savants en France, autant que possible, tous ceux qui ont quelque chose à dire de manière rigoureuse, disciplinée par rapport à ça, je voulais les attraper et l'intégrer dans l'Institut métapsychique pour qu'il y ait un centre réellement, c'est pas universitaire parce qu'on n'est pas une université, mais qui a les mêmes exigences qu'un centre universitaire au niveau de la métapsychique. Et donc ça, c'était en 1998. Et voilà, je suis resté président depuis. Et on est entre 12 et 15 membres du comité directeur de la fondation. Et par la suite, on a créé une association aussi, les Amis de l'IMI. Et on fait des conférences, on organise des conventions. On a organisé déjà 3 congrès de la parapsychologie internationale, ici en France. Et on fait des expérimentations aussi en collaboration avec des fondations d'autres pays. Donc voilà, on est assez actif depuis début des années 2000. D'ailleurs, c'est écrit sur la plaque à l'entrée du bâtiment que la fondation est considérée d'utilité publique. Donc vous avez quand même acquis un titre au niveau, une sorte de reconnaissance quand même du gouvernement français pour dire que ces études et recherches ne servent pas à rien, malgré la position très cartésienne. Oui. Dès le début, en fait. C'était depuis la création de la fondation, c'était
reconnu, d'utilité publique. Et voilà, on n'a pas perdu, en tout cas, bien qu'il y a bien sûr, comme je disais, cette sorte de méfiance par rapport à tout ce qui est para en France. Et c'est compréhensible parce qu'il y a des abus, il y a plein de bonnes raisons. Mais bon, malgré tout, on nous a jamais privés de cette... et je crois qu'on s'est reconnu qu'on sert réellement un rôle public au-delà de la recherche qui est faite pour la recherche scientifique. Il y a aussi une contribution, un rôle qu'on a au niveau d'éducation du public, parce que dans les deux sens, dans le sens de ceux qui sont un petit peu trop, comment dire, naïfs dans la manière qu'ils voient ces phénomènes, et ceux qui sont trop naïfs parce qu'ils sont trop sceptiques et ils ne comprennent pas grand-chose par rapport à aussi certaines réalités. Comment vous expliquez, parce que des gens qui abusent de la crédulité des gens, on en trouve partout, même dans les pays les plus à même d'étudier ce genre de phénomène. Donc comment est-ce que vous expliquez qu'aux États-Unis, ce soit tellement décomplexé et qu'on puisse, en Angleterre aussi, étudier ces phénomènes, et qu'en France, on dirait que ça bloque plus? Quel est le background idéologique? Oui, il y a plusieurs raisons. Je crois qu'effectivement, le mot idéologique, c'est très bien choisi. Parce qu'il y a d'abord, il y a une tradition philosophique qui est très ancienne, je dirais deux traditions un peu en concurrence, la tradition rationaliste, mais là, je ne parle pas des rationalistes un petit peu qui pensent, je parle d'une tradition philosophique dont faisait partie Descartes, bien sûr, et Spinoza et plein d'autres qui a commencé avec les Grecs et qui s'appuie essentiellement sur les idées claires, sur l'idée que la réalité peut être comprise, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, est une affaire de l'esprit, c'est-à-dire esprit, mind, hein, de l'intelligence, on peut dire. Donc presque mathématiquement, on doit pouvoir être sûr sur si quelque chose est vrai ou non, en analysant, en appliquant la pensée critique, etc. Et donc, pour eux, d'abord, c'est la tête et les données viennent après. Le monde, on peut dire extérieur, peut être confus, etc. Et donc, les rationalistes disent, pour comprendre quelque chose, d'abord, il faut être ici. Les empiricistes, l'école empiriciste comme Locke, David Locke, Hume, beaucoup dans le monde anglo-saxon, disaient non, c'est pas ça, c'est que d'abord, il faut respecter les données qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que tant pis si les données sont pas cohérentes avec nos idées. C'est peut-être nos idées qui se trompent et pas les données. Les données sont objectives. Donc, pour les écoles empiricistes de philosophie, c'est plus facile d'accepter des anomalies, c'est-à-dire des choses qui ne rentrent pas dans notre catalogue du possible impossible. Parce que, voilà, il y a des choses qui à une époque sont considérées impossibles, comme les météorites, c'est-à-dire il n'y a pas des pierres qui tombent du ciel, n'est-ce pas? Et c'est lui qui propose ça avec des données, forcément les données sont fausses dans une école rationaliste. Les empiricistes disent, mais s'il y a des pierres qui tombent du ciel, je sais pas, peut-être c'est vrai. Mais c'est complètement farfelu, mais c'est vrai, on va aller l'explorer. Donc je pense qu'en quelque sorte, les choses qui ne sont pas cohérentes avec notre système de croyances, parce que finalement, la pensée aussi implique pas mal de croyances, c'est pas simplement analytique et rationnel. Pour l'anglo-saxon, c'est plus facile à gérer ça intellectuellement et de ne pas rentrer dans des états de dissonance cognitive. Donc ça, c'est une raison, je pense, qu'en France, c'est plus difficile parce que la France adhère pas mal à l'idée que la priorité, comme les Grecs dans l'Antiquité, que d'abord la pensée claire et après les données, on verra si c'est cohérent ou non. L'autre raison, je pense, c'est que à un moment donné, historiquement, il y a eu un schisme, en quelque sorte, en psychologie, au début de la psychologie,
entre ceux qui cherchaient à protéger en quelque sorte la psychologie, la naissance de ces domaines, et de manière ultime de le mettre comme une science dure, presque, c'était ça l'objectif, et ceux qui voulaient continuer d'approfondir l'étude de phénomènes qui étaient extraordinaires. Au début, presque. Au début, la psychologie était aussi fascinée par l'hypnose ou le mesmérisme, etc. Ils étaient fascinés, c'est-à-dire intrigués, voulaient l'étudier, etc. Et la psychanalyse a pris cette voie finalement d'essayer de le comprendre mieux, mais comment dire, il y a eu la dominance d'un regard dur et politique sur, je dirais, sur la place de la psychologie dans la hiérarchie des sciences, et s'est mêlé avec des médiums, avec des fantômes et avec tout ça, ça faisait pas bon presse du tout. Donc il y a eu aussi, je pense, des raisons politiques assez claires là-dessus, sociopolitiques, et après, bien sûr, il y avait aussi le rejet de l'Église à un moment donné dans l'histoire de la France, et il y a eu une sorte de confusion d'esprit, je dirais, que les paranormales étaient historiquement associés avec les miracles, avec les saintes, avec Jésus, avec tout ça, et donc ceux qui prétendent encore que ça existe sont forcément des religieux, ou des crypto-religieux. Donc nous, on rejette les religions, on est laïque, donc on rejette le paranormal avec, comme des histoires, etc., qui viennent d'un passé de l'obscurité de l'esprit, etc. Comment ça se fait alors que les chiffres les plus récents, avec les recherches de Evelyn Elsasser par exemple, ou d'autres groupes composés de scientifiques qui font des recherches là-dessus, on sait aujourd'hui qu'il y a au minimum 30% de gens qui vivent des VLCD par exemple, des visions VSCD, des visions subjectives de contact avec des défunts. Ça a dû toujours être le cas de rencontrer des défunts qu'on appelait à l'époque des fantômes. Donc tout le monde a soit vécu directement une expérience comme ça, ou connaît directement quelqu'un qui a vécu une expérience comme ça. S'il y a 30%, c'est forcément le cas, parce qu'on connaît tous 5 personnes autour de soi, au minimum, et on a soit vécu l'expérience nous-mêmes, soit on connaît directement quelqu'un. Comment ça se fait qu'avec autant de récurrence dans ce genre d'événements, on arrive à les nier dans un cadre de pensée particulier? Mais c'est pas parce qu'il y a un phénomène psychologique ou un phénomène sociologique qui est rapporté par des individus, par beaucoup d'individus, que ça prouve que c'est ce que ça paraît être. Donc je comprends que ça peut être nié en tant que phénomène fondamental. Au minimum, par contre, il faut que ça soit accepté qu'il y a quelque chose à étudier là. Donc, il faut séparer les choses, c'est-à-dire que il y a aussi une confusion intellectuelle en France et ailleurs. Qu'est-ce que la science doit faire? Est-ce que la science s'attache à ce qui est le contenu, en quelque sorte, des études scientifiques ou à la méthode? Pour moi, la science, c'est la méthode scientifique. Mais beaucoup disent que mais vous ne pouvez pas étudier les ovnis parce que les ovnis n'existent pas. Alors, vous n'êtes pas scientifique si vous étudiez les rapports, enfin les personnes qui rapportent des ovnis, etc. C'est du pipeau. Alors, vous étudiez quoi? Les gens qui fabriquent, les gens qui ont des erreurs de pensée. Vous étudiez les personnes qui disent avoir vu des fantômes, une rencontre, et c'est pas scientifique forcément. Mais moi je dis, ça peut être scientifique selon la méthodologie qu'on utilise pour l'étudier. Donc, le fait qu'ils ont un claim, ils disent « j'ai vu un fantôme », ne prouve pas en soi, même si c'est des milliers, des dizaines de milliers, ne prouve pas qu'ils ont vu le phénomène qu'ils prétendent. Mais ça établit qu'il y a quelque chose à étudier. Et étudier, quand je dis étudier, ça veut dire ne pas arriver avec un biais cognitif que ces phénomènes, ces pauvres personnes qui les voient, ils ont forcément quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Ça, c'est pas étudier. Ça, c'est simplement généraliser nos biais.
Étudier, ça veut dire, et la première chose que je fais, c'est que j'observe, je note, j'essaie de comprendre, j'essaie de, voilà, voir les situations, le contexte, etc., d'examiner si ces personnes sont effectivement, ils souffrent de pathologies de l'esprit, etc. Voilà. Et j'essaie de constater, je donne la chance à leurs claims. Et je cherche. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que s'il y a une raison que ça s'est nié, c'est parce qu'il y a une confusion aussi par rapport à qu'est-ce que la science est censée faire. Et ça, c'est étonnant que ce soit pas clair dans l'esprit des scientifiques d'un certain courant de pensée, parce qu'on dirait que c'est refusé d'emblée, parce que ça ne peut pas exister, Oui. les ovnis ou les fantômes. Ou les fantômes, ou la télépathie, ou les rêves prémonitoires, enfin tout ça. Si c'est traité dès le départ comme une fabrication ex nihilo de l'esprit, on va dire, mais attendez, moi je n'ai pas le temps passé pour, je vais pas gaspiller mon temps, ma réflexion, etc., pour étudier la télépathie. À quoi c'est quel intérêt? Et comment dire, c'est une sorte de paresse intellectuelle pour moi, parce que s'il regarde bien ce qui prétend être un scientifique doit pouvoir étudier tout. On peut, le Shroud of Turin, comment ça s'appelle, le Shroud? Linceul de Turin. Voilà. On peut étudier, on ne va pas tout de suite dire, mais c'est n'importe quoi, etc. Il y a des moyens pour l'étudier, mais il faut d'abord accepter de l'étudier. Et si on a un tel fort biais cognitif qui dit ce n'est pas digne d'étude, même si finalement on finit par faire deux, trois bricoles, ça ne va pas être sérieux, ça ne va pas être une vraie étude scientifique. Quels sont les objectifs principaux de l'Institut? Est-ce que vous cherchez à encourager les scientifiques à faire plus de recherches? Est-ce que vous classifiez, archivez les recherches qui ont été faites? Est-ce que vous faites de la communication? Quel est vraiment votre but dans cet institut? Bon, on n'est pas monobut, on a plusieurs. Je peux dire qu'il y a trois. L'un, c'est autour de la communication pour un public général, c'est-à-dire d'essayer à faire monter quelque part la compréhension, de sensibiliser le public, et ça inclut les instances publiques, etc., tout le monde, de comprendre de quoi on parle ici. Ici, quand je dis ici, pas à l'Institut, mais dans ces sujets, il s'agit de quoi exactement, et qu'est-ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'ensemble, pas l'Institut seulement, mais tous les domaines de recherche en métapsychique mondial. Donc ça, c'est un objectif. Le deuxième, c'est plus spécifiquement, ça s'adresse aux scientifiques, aux savants, c'est d'organiser, en quelque sorte, d'aider à organiser les sujets de la métapsychique en France, de le rendre un vrai sujet qui est digne d'étude, et donc, d'où le fait qu'on organise des journées pour les scientifiques, ou de conférences, où on organise des congrès, des conventions, etc. Donc ça s'adresse spécifiquement aux personnes qui, professionnellement, on peut dire, s'intéressent à la réalité ou non de ces questions et à leurs conséquences par rapport à nos systèmes théoriques. C'est-à-dire que s'il existe quelque chose comme la précognition, si je peux anticiper un événement futur sans aucune base de déduction logique, mais c'est très troublant par rapport à notre système, notre référentiel sur comment marchent les choses. Donc, éclairer en quelque sorte les répercussions potentielles, théoriques de ces phénomènes sur notre vision du monde. Et je parle de vision du monde scientifique essentiellement, parce que c'est ça ma référence. Le troisième, bien sûr, c'est de faire la recherche nous-mêmes. C'est de faire la recherche ou d'accompagner des étudiants d'autres laboratoires qui sont prêts à faire les pas, de les accompagner, de les aider, mais aussi de faire
des études nous-mêmes ici. Est-ce que vous voyez une évolution dans l'acceptation de ces phénomènes aujourd'hui dans le milieu académique et scientifique? Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile de trouver des gens qui sont prêts soit à prendre le risque d'étudier ça, ou chez les jeunes, ou en général dans les institutions? Quel genre d'évolution vous voyez En France? en France? Oui, en France. Je crois qu'il y a une évolution. C'est toujours difficile de savoir historiquement si on est sûr, voilà, si les choses reviennent après, parce qu'il y a plusieurs fois qu'il y a une résurgence d'intérêt par rapport à ces questions, et après, tout d'un coup, il y a à nouveau une sorte de crispation, un conservatisme qu'on ne sait même pas comment expliquer. Pourquoi tout d'un coup, il y a cette... Donc, je ne sais pas. Il me semble qu'actuellement, il y a un renouveau au niveau académique, universitaire, au niveau intellectuel. Peut-être il y a différentes raisons. L'un, c'est, je veux croire que l'Institut commence à avoir son impact après 20 ans ou plus de fonctionnement, 25 ans ici, parce que on montre qu'il est possible de réconcilier un rigueur intellectuelle et scientifique avec ces phénomènes qui semblent échapper notre représentation du réel actuel. Donc ça, c'est, je ne veux pas dire qu'on agit comme modèle, mais au moins les discussions sont vivantes. Il y a de scientifiques très sérieux qui sont passés par ici, qui sont passés dans le congrès, qui écoutent, qui observent, qui proposent. Donc c'est un lieu où le dialogue est possible. Je pense que ça a un impact. Pour vous donner juste un exemple, on avait créé un groupe des étudiants de l'IMI, donc pas une association formelle, mais un regroupement d'étudiants, de doctorants, ou voilà, qui n'ayant pas nulle part ailleurs pour apprendre qu'est-ce que c'est ce domaine de parapsychologie et métapsychique, ils ont trouvé ici un lieu où ils pouvaient au moins découvrir ces domaines de recherche et avoir des échanges corrects. Et donc, il y a certains de ces étudiants qui maintenant ont grandi, qui ont leur propre poste universitaire, et ça commence à changer un petit peu on peut dire, au moins au sein de leur propre poste universitaire, ils commencent à avoir aussi des étudiants qui, eux, ils ont maintenant et qui peuvent encourager de explorer, par exemple, des aspects cliniques de la parapsychologie, de ne pas être fermé à ça, que c'est un vrai sujet. Donc ça, je pense que c'est une des raisons. Une autre raison est peut-être qu'il y a une ouverture par rapport au psychédélique aujourd'hui. C'est bizarre de dire, mais il y a, je dirais, une ouverture à la question des états modifiés de conscience en général. Et donc, les psychédéliques font partie de ça, mais aussi la méditation et l'hypnose. Et il y a pas mal de recherches aujourd'hui sur ces états intériorisés qui montrent que c'est pas que pour les drogués, c'est pas que pour les farfelus, etc. Que, par exemple, la méditation a de vrais effets sur la santé mentale et physique. Donc, tous ces claims qui venaient, par exemple, de l'Asie sur l'effet positif de la méditation, maintenant, sont bien fondés. On découvre qu'ils sont, avec des études, qu'il y a de vraies raisons de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, scientifiquement. Et pareil avec les psychédéliques, on commence à comprendre qu'ils peuvent avoir un vrai effet positif par rapport à post-traumatic syndrome, enfin, par rapport à différentes choses, des extrêmes stress, des traumatismes, et ainsi de suite. Et lié aux psychédéliques, lié aux méditations, il y a des traditions très connues qui dit qu'il y a aussi certains phénomènes qui émergent lors de méditation. C'est ce que les hindous appellent les siddhis, par exemple, qu'il y a des phénomènes comme la télépathie, comme l'extériorisation du corps, il y a
différentes choses. Donc, voilà, il y a une ouverture par rapport à ça qui vient indirectement par ces changements dans notre perception de ces états modifiés de conscience. Et après, il y a d'autres raisons aussi. Bien sûr, il y a le fait qu'en physique, on s'est rendu compte que le monde n'est pas ce qu'il paraît, que la mécanique quantique, etc. C'est clair que il y a une sorte un gap, un vide, un fossé entre notre bon sens quotidien et ce que les physiciens nous disent aujourd'hui est le fondement de la réalité. Et ça aussi, c'est troublant parce qu'il y a des choses dans la physique quantique qui sont quasiment paranormales du point de vue bon sens quotidien, comme la non-séparabilité ou l'intrication quantique. Je ne dis pas que c'est une explication pour le phénomène parapsychologique, mais au moins ça nous fait un petit peu plus réticentes de mettre tout dans la poubelle, parce qu'on dit, mais attends, même physiquement, il y a des choses bizarres qui se passent. Et finalement, il y a une quatrième raison, c'est qu'il y a une vraie résurgence sur la question de la conscience, la nature de la conscience, ce qu'on appelle the hard problem, le problème, ou les qualia, dans le sens, tout ça, ça nous alerte culturellement, intellectuellement, au fait que, loin d'être expliqué comme une sorte d'émanation du cerveau, la conscience reste assez difficile à comprendre du point de vue, on peut dire, physicaliste. Pour l'instant, ça peut changer, mais voilà, ça aussi, ça contribue au fait que peut-être il ne faut pas être aussi arrogant qu'on était il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans par rapport aux progrès matérialistes qui sont très importants, mais ne pas être arrogant de penser que tout est casé, expliqué de manière purement fiscaliste. Donc tout ça, ça contribue, je pense, même en France, de changer quelques, je dirais, les mindsets ou la disposition intellectuelle vis-à-vis du phénomène psy. Maintenant, est-ce que du côté clinique, est-ce que vous avez rapport avec des gens qui sont dans le domaine clinique, les hôpitaux et autres, et on voit qu'il y a un effet thérapeutique des NDE, par exemple, où les gens qui vivent, pas de toutes, hein, mais d'une bonne partie des NDE, que des gens changent de manière de vivre, de vision sur la vie en général, de mission de vie, qu'ils ont tout à coup un ancrage différent par rapport à leur environnement. On voit des effets thérapeutiques. Est-ce que ça, c'est pris en compte et étudié pour cette simple raison, sans vouloir projeter dessus de phénomènes inexpliqués? Alors, ça c'est... Bon, il faut dire que, entre guillemets, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'on est aussi, quelque part, je dirais presque victime de la spécialisation scientifique. C'est-à-dire que les sujets paranormaux, si on les prend de manière un peu grand public, est absolument énorme. Des ovnis jusqu'à la voyance, des NDE jusqu'à la réincarnation. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont dans ces grands bulles. Nous, on se focalise sur certains aspects de cette domaine qu'on considère susceptibles d'être examinés expérimentalement et de préférence scientifiquement, c'est-à-dire au niveau aussi des théories, au niveau conception, etc., méthodologique. Donc, du coup, les NDE, c'est quelque chose ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut travailler. Parce que pour travailler vraiment sur l'NDE, il faut être dans des hôpitaux, dans des cliniques, là où ça se passe. Après, bien sûr, en tant qu'individu, je m'intéresse beaucoup, et il y a d'autres ici qui s'intéressent beaucoup, mais je dirais que c'est pas notre sujet proprement dit, l'NDE. Ceci dit, si le fait que les personnes ont une expérience qui les transforme après l'NDE, c'est certainement, mettons à part
la réalité du phénomène en tant que preuve pour l'après-vie, si on met ça à côté, c'est indéniable que les NDE ont un impact important sur les individus, sur une grande partie des individus. C'est life-changing, comme on dit. Donc ça, en soi, ça devait être une sorte de signe de médecins, de cliniciens, etc., de les regarder de plus près. Je pense qu'il y a un changement dans ce sens-là, culturellement. Maintenant, ceci dit, il y a aussi des effets transformateurs après certains voyages initiatiques, chamaniques. Il y a des effets quand les gens partent au Pérou et ils prennent l'ayahuasca. Donc, voilà, il y a différentes portes d'entrée pour cette sorte d'effet de transformation de vie suite à une expérience. L'NDE est une de ces, peut-être parmi les plus importants, mais il y en a d'autres. Quand on écoute les arguments de ceux qui défendent une vision, on va dire, idéaliste ou idéaliste analytique de la conscience, on trouve souvent dans ces arguments, en tout cas personnellement, peu de choses à redire, tellement ça paraît plus logique par rapport à ce genre de phénomène. Parce que quand on part du point de vue matérialiste, c'est difficile d'expliquer des phénomènes comme la psychokinèse ou d'autres phénomènes du genre. Tandis que si on se part de l'idéalisme philosophique, par exemple, on arrive mieux à expliquer ces phénomènes. Est-ce que ça ne pousse pas ce retour de l'idéalisme philosophique, de l'idéalisme analytique par des auteurs comme Kastrup, par exemple? Est-ce que ça ne pousse pas les scientifiques aujourd'hui à se poser de nouveau la question et peut-être accepter cette vision idéaliste de manière plus ouverte? C'est-à-dire que la vision idéaliste, c'est fort, hein? Il faut y aller. Et c'est pas évident. Mais je pense que ce qui les motive aujourd'hui, en partie en tout cas, c'est les grandes difficultés que rencontre la vision physicaliste pour expliquer la conscience. Effectivement, si à ça on ajoute la métapsychique, ça rend la vie beaucoup plus compliquée pour les physicalistes. Mais je dirais que c'est encore trop tôt pour dire comment la société va gérer ça, parce que c'est un grand saut vraiment de partir dans une vision idéaliste. Intellectuellement, c'est un grand saut. Ça ne va pas changer grand-chose dans notre quotidien. Mais ça combiné avec la parapsychologie, c'est-à-dire l'idée que peut-être il n'y a pas de séparation entre deux individus malgré les apparences, il n'y a pas de séparation entre moi et cette table là-bas malgré les apparences, et l'apparente, les relations causales qui semblent être très claires, etc. Mais si du coup, par télékinésie, finalement, je trouve un état dans lequel cette table peut bouger ou peut monter au plafond, mais du coup, ça devient encore plus difficile, encore plus destructif pour notre vision du monde. Tant que la vision idéaliste reste que, bon, tout était comme avant, c'est simplement que la conscience précède causalement ou épistémologiquement, ou comme vous voulez, ça précède les matériels. Tant que ça reste là, à la limite, ça peut être digéré. Mais si on ajoute aussi de la métapsychique dedans, je pense que ça devient particulièrement provocatrice comme vision du monde. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des sorties hors du corps? Est-ce qu'on a réussi à démontrer d'une manière ou d'une autre que la sortie hors du corps était un phénomène qu'on pouvait vérifier? Quand des gens rapportent avoir vu des choses dans d'autres pièces ou dans d'autres lieux, est-ce qu'il y a des recherches qui, pour vous, font une différence aujourd'hui? Alors, c'est peut-être parmi les challenges les plus difficiles à... C'est un petit peu comme la question de l'après-vie. Les problèmes, c'est qu'il y a des explications alternatives et probablement il n'y a pas une chose, une expérience ou même une série d'expériences
qui peut donner une réponse définitive là-dessus. Mais oui, quand j'ai travaillé aux États-Unis, il y avait au moins 2, voire 3 laboratoires qui ont tenté de voir de manière relativement objective, c'est-à-dire avec une méthodologie, que la sortie du corps est une réalité. C'est-à-dire il y a littéralement une sorte de conscience, de notre conscience, qui sort de cette localisation qu'il est là, qui se déplace dans l'espace et qui va dans un autre lieu et voit ce qui se passe là-bas. C'était ça, essentiellement. Donc, il y a eu des expériences de Charlie Tart avec une femme qui devait essayer de se projeter à plusieurs mètres de hauteur et de lire un chiffre qui était caché et de lire. Et la seule manière qu'elle pouvait le lire, en principe, c'était que si la conscience était positionnée juste devant, il y avait d'autres expériences à New York avec Carlos Osis, avec Keith Harari, qui travaillait au même laboratoire à Maïmonide où je travaillais moi-même. Tout était fait pour essayer de dire que il y a quelque chose presque physiquement qui se déplace et qui est présente là, et qui évidemment évoque l'idée d'une âme, en quelque sorte, enfin, de quelque chose qui se détache du corps, voilà. Et donc ça fait penser à l'âme, ou ça fait penser en tout cas à l'idée que il y a une partie de nous-mêmes qui peut-être pourrait survivre le décès du corps physique. Les problèmes, c'est la clairvoyance ou le remote viewing. C'est que on a des exemples clairs, des expériences qui étaient faites par les militaires, hein, pendant une vingtaine d'années avec le remote viewing, la vision à distance, où il y avait par exemple un Ingo Swann, un de meilleurs de ces personnes qui étaient étudiées par l'armée, qui était assis ici, et il rapportait ce qui était en train de passer à plusieurs centaines de kilomètres, et fumait sa cigare. Et c'est difficile, c'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer qu'il avait vraiment une projection de lui-même, plutôt que qu'il y avait une sorte de clairvoyance, c'est-à-dire qu'il arrivait d'avoir une information partielle et de la rattraper, mais pas, sans imaginer qu'il se déplaçait quasi physiquement là-bas. Donc ça rentre dans la question de la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Et donc ce que ça donne comme impression, c'est que la conscience est partiellement, la plupart du temps, localisée autour de là où notre sensoriel et notre cerveau, etc. Mais peut-être la conscience est quelque chose de beaucoup plus large, et on peut rarement, mais réellement, voir quelque chose qui passe ailleurs, sans que ce soit les moi qui se déplacent. C'est assez difficile à expliquer, mais ça rentre dans les idées d'une ontologie idéaliste qui dit que finalement, l'illusion, la vraie illusion, c'est qu'on est 100% localisé ici. Et qu'en fait, la conscience ou la métaconscience, c'est quelque chose qui n'est pas intrinsèquement lié à un cerveau, ou un autre cerveau, ou un autre cerveau. Mais c'est quelque chose qui peut se déplacer. Donc voilà, c'est une question complexe. Ça serait une autre fois qu'on rentre plus en détail. Qu'est-ce qui, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, qu'on se déplace avec comme une sorte d'entité qui irait voir ailleurs en Russie comment un sous-marin nucléaire est construit, ou que ce soit un savoir qui soit partagé à travers, sur lequel on peut se connecter, c'est de toute façon des choses qui contredisent oui, ça c'est clair. dogme actuel. Ça c'est clair, non, tout à fait. J'ai rentré dans le détail de est-ce que on peut, parce que c'est de la question de expérience hors du corps. Et l'expérience hors du corps, les premières choses que ça évoque, comme le NDE, Near Death Experience, c'est que peut-être il y a une partie de nous-mêmes qui se détache du corps et qui après peut avoir une existence indépendante. Donc ça revient à la question de l'après-vie. Et je disais que pour ça, les preuves ne sont pas suffisamment fortes pour signer
que voilà, on a prouvé l'après-vie avec ça. Même s'il y a des phénomènes dans lesquels les personnes rattrapent des informations juste de manière contrôlée, etc., qui, même s'il il voit des choses, ça ne prouve pas que c'est une sorte de sortie du corps et équivalent des sorties d'une âme qui existe en indépendance du corps. Donc, voilà, c'est jusqu'où peut-on aller avec ces expériences. C'est quand même impressionnant. Moi, pendant un certain temps aussi, je me suis intéressé beaucoup à les expériences hors du corps en tant que praticien. Mais je prétends pas que quand j'ai eu quelques expériences, que c'était vraiment moi qui a sorti du corps ou non. Ce qui est le plus intéressant là, c'est quand il y a une concordance entre l'effort de quelqu'un de sortir du corps et des événements objectifs qui se passent ailleurs. Donc, mis à part le fait que je peux attraper une information, que quelqu'un ou un animal ou une personne ou un détecteur peut détecter une présence. Donc, quand il y a cette concordance, ça donne un peu plus de conviction que peut-être réellement, c'est pas juste que je me branche à des informations, mais il y a littéralement quelque chose qui se déplace et qui peut être vu par d'autres là-bas. Donc une apparition, par exemple. Ça donne un peu plus de poids à l'idée qu'effectivement on peut se déplacer. Mais encore, c'est pas définitif, c'est juste une pierre de plus en faveur de cette hypothèse. Comme certains expérienceurs qui disent pouvoir sortir de leur corps et se déplacer, se retrouvent dans des situations où ils peuvent interagir avec un autre corps. Je pense à un expérienceur qui s'est retrouvé dans le corps d'une personne lambda qui a pu le guider depuis l'intérieur de son corps, parce qu'il n'avait pas envie de faire quelque chose que la personne allait faire. Hein. Et donc, on peut se dire que là, il y a une entité corporelle, oui. subtile, qui se déplace. Oui, tout à fait. Oui. On a plein d'indices comme ça qui pointent comme ça pour les enfants qui ont des souvenirs de vie passée et qui peuvent décrire avec beaucoup de précision. Aussi, c'est un élément de plus pour défendre la thèse qu'il y a une vraie entité qui se déplace ou une vraie entité qui survit une vie et qui va se remanifester dans une autre vie. C'est juste qu'il faut garder dans l'esprit qu'il y a d'autres explications encore ouvertes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait non pas, 200, mais s'il y avait 20 000 chercheurs et des ressources, etc., qui étudiaient ce phénomène, peut-être on avancerait beaucoup plus dans ces nuances d'interprétation qui sont très, très significatives au niveau de leur implication conceptuelle. Parce qu'il n'y a rien plus disruptif dans la science actuelle, dans notre système de croyance actuel, que d'imaginer qu'il existe un après-vie. Enfin, c'est le plus extrême, si je peux dire, de tout ce qu'on peut appeler le paranormal, c'est de dire que, voilà, c'est tellement disruptif par rapport à notre système que, je dirais, il faut quand même mettre le paquet dedans si c'est effectivement c'est quelque chose qui est possible, mais il faut vraiment savoir. Ça change beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre, l'intelligence artificielle peut aider dans ce type de recherche? Est-ce que ça peut aider? Bien sûr, on est en train il y a plusieurs dans les réseaux de chercheurs qui font partie de la parapsychologie scientifique, il y a plusieurs qui sont relativement branchés à l'intelligence artificielle. Il y a un groupe qui discute ces possibles contributions. Je dirais pour l'instant, c'est trop tôt. Mais disons que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de tellement disruptif aussi, aujourd'hui, que
On est au tout début, avant de comprendre jusqu'où ça va aller. Mais déjà, ça nous donne une sorte de vision claire au niveau de la conscience. Au niveau, si l'intelligence artificielle peut avoir de la conscience ou non, c'est une question qui est très, très pertinente par rapport aux visions idéalistes, etc. Donc, dans ce sens-là, ça vaut le coup de continuer. D'une autre manière, on sait qu'il y a aussi parfois des communications avec soit l'au-delà, soit des entités, soit des communications inexpliquées au travers de moyens électroniques. Ça se voit Ça c'est autre souvent. chose, oui. Oui, c'est encore autre chose. Mais du coup, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être aussi un moyen, un médium utilisé pour cette communication? Ça devient très difficile de tirer le bon grain de livret parce que vu que l'intelligence artificielle est tellement disruptive et paraît tellement vivante, entre Oui, guillemets, de voir un message qui vient s'intégrer à l'intérieur de ceci, c'est ça ça. peut aussi être troublant. C'est c'est, euh, c'est assez difficile à savoir jusqu'où ça va aller avec ça. Mais effectivement, si on a exploré plusieurs supports pour la TCI, hein, la transcommunication instrumentale, le magnétophone, les radios, la télé, on peut dire même la voix médiumnique quand on est dans une transe. C'est une sorte de TCI, sauf que c'est pas technologique. Donc, pourquoi pas avec l'intelligence artificielle? Après, il faut savoir comment établir les baselines, c'est-à-dire ce qui est là comme des informations qui sont purement dues au hasard ou dues aux complexités du raisonnement de l'IA, versus ce qui est une vraie information telle qu'on l'étudie en parapsychologie, qu'on tente statistiquement d'évaluer quand une réussite est trop forte pour être simplement le hasard, et ainsi de suite. Donc il y a du boulot avec l'intelligence artificielle et je crois que dans les 10 ans à venir, il y a au moins certains chercheurs qui vont vraiment systématiquement l'intégrer dans la recherche parapsychologique. Moi-même, j'ai un projet sur lequel j'espère avoir un financement qui implique la réalité virtuelle comme support pour recherche en parapsychologie, pour créer des contextes intéressants, et avec un élément d'intelligence artificielle qui sera intégré dans ce protocole. Donc je verrai, mais pour l'instant, j'attends voir où c'est que ça va aller. Où est-ce qu'on en est dans la recherche sur le rêve lucide? J'ai interviewé récemment un chercheur de l'université de Berne sur le rêve lucide. Et puis, il y a euh, des, des- même des entraînements sportifs qui se font sous rêve lucide. On demande à des sportifs d'élite de répéter des mouvements et on voit qu'ils arrivent mieux à les faire ensuite dans le monde éveillé. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce côté-ci de la recherche? Les rêves lucides m'intéressaient beaucoup dans les années 70, 80. Là, je m'intéressais du côté recherche et du côté expérienceur, hein, parce que je l'ai appliqué pas mal. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas depuis ces dernières vingtaines d'années ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu pas mal de recherches au niveau clinique pour l'utiliser par exemple, au niveau des cauchemars des enfants et ainsi de suite, pour qu'ils apprennent de devenir lucides et de confronter quelque part la source de leur stress. Donc c'était très réussi. Et il y a pas mal de systèmes aujourd'hui pour aider, provoquer les rêves lucides, mais je ne peux pas dire par rapport à où est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport à ça. Les sportifs qui s'entraînent, ils s'entraînent aussi avec les rêves éveillés, avec la visualisation. Mais le rêve lucide aussi, pourquoi pas? C'est une manière intéressante de le faire. Alors, j'avais envie de revenir sur la question des psychédéliques parce qu'il se trouve qu'il y a un chercheur
anglais qui vit au Japon maintenant, qui s'appelle Andrew Gallimore, qui lui a fait un protocole qui s'appelle DMTX, qui est la prise de DMT sous une longue période. Parce que normalement, une prise de DMT, c'est 5 minutes le trip. Et là, il arrive à le faire durer 90 minutes. D'après lui, alors qu'il est neuroscientifique et pharmacologue, il pense que ce sont des portes ouvertes sur un monde extérieur à nous, que ça nous permet de nous connecter vers des entités intelligentes extérieures à la psyché humaine, et que c'est pas un délire, quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre psyché. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des psychédéliques pour l'étude de la conscience? Enfin, les liens entre ce qu'il lui fait avec DMT-X et l'étude de la conscience sont deux choses assez éloignées. Lui, il a une théorie, là, et il cherche à explorer ça. Et l'étude de la conscience est beaucoup plus large que ça. Donc la question, pour moi, c'est clair que les psychédéliques peuvent être utilisés, doivent être utilisés pour étudier la conscience, parce que ça pousse à, même au niveau purement neurologique, on sait qu'il a un impact assez important sur les connexions qui sont faites au niveau neuronal, on peut dire, sur la dominance de prefrontal cortex et d'autres choses, ça change les rapports. Donc, clairement, il y a quelque chose à voir là au niveau de corrélats neurologiques et de la conscience. Mais aussi, ça ouvre tellement de portes, pas forcément à d'autres entités, mais ça ouvre plein de portes au niveau créativité, au niveau présence visuelle et sonore des idées, c'est-à-dire la synesthésie. Il y a plein de choses qui sont ouvertes avec les psychédéliques. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant de faire ça. Et je pense que c'est très encourageant qu'au moins aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse certainement, il y a suffisamment de tolérance maintenant au niveau de différentes pour qu'il y a ces études ont lieu. C'est dommage que ce n'est pas le cas en France pour l'instant. Mais je dirais que c'est très encourageant et ça doit être poursuivi. À part ça, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Quelles sont les expériences qui vous ont personnellement le plus marqué, où vous vous dites, tiens, ça c'est quelque chose d'incroyable que j'ai vécu en tant que chercheur, en tant que personne privée, comme vous voulez, que j'ai vécu, où je me dis, il y a quelque chose d'incroyable qu'on ne comprend pas et qui doit nous ouvrir des portes vers une nouvelle compréhension. Une expérience qui m'a marqué, c'était une expérience dans laquelle donc le contexte c'est un peu compliqué, mais bon, j'avais une copine quand j'étais dans mon programme de doctorat, moi blanc, elle noire, on était tous les deux dans le programme, ce programme de doctorat, et elle voulait pas trop que ça soit connu. Donc ça crée des stress entre nous, parce que, pourquoi elle voulait pas? Parce que ça se faisait pas à l'époque qu'une noire sort avec un white boy, comme on disait. C'est-à-dire, parce que, voilà, il y avait tous les mouvements de fierté noire, etc. Et moi, ça me stressait beaucoup, elle aussi, de rester cachée. Et en plus, elle était rejetée complètement mon intérêt par rapport à la parapsychologie à l'époque, parce que dans mon doctorat, j'étais très intéressé déjà. Et elle considérait ça, c'est des petits jeux pour les personnes privilégiées qui peuvent se payer ces sortes de curiosité intellectuelle, qu'on sait du pipeau, etc. Elle était très, voilà, gauche, activiste, etc. Et donc, à un moment donné, on s'est arrêté, on a arrêté de se parler. On s'est séparés, enfin, c'était moi qui dis stop, je peux plus. C'était très stressant cette situation. Et en plus, qu'elle croit pas du tout à ce que je fais, ce qui m'intéresse, ça me... Donc, on s'est séparés, ça faisait plusieurs jours qu'on se parlait plus. Elle habitait à Queens, moi à Brooklyn, donc il y a une distance entre les deux. Et un soir, voilà, ça tournait dans la tête, j'étais
très stressé par la fin de cette histoire, je dis, je vais faire quelque chose, je vais lui apprendre une leçon. Complètement prétentieux, complètement sans aucune base. Donc je dis, je vais me projeter dans sa pièce, dans l'appartement où il vivait. Je vais me concentrer et je vais essayer de me projeter là et qu'elle me voie, comme si j'étais une apparition qui va apparaître dans sa pièce. Et comme je disais, j'avais aucun talent dans ce sens-là. Je croyais pas, mais j'ai tellement, je fumais là comme ça dans la tête, je disais, c'est pas possible. Et donc je me mets sur une chaise, très confortable que j'avais dans ma chambre, et je commence à essayer de me visualiser dans sa chambre, essentiellement. De visualiser que je suis là, comme si je voyais presque ces murs, ces objets, etc., je serais là. Et peut-être quelque chose va se passer. Mais c'était complètement vide, c'était, comme je disais, sans fondement. Donc, je me concentre, et il y a le temps qui passe, donc c'était assez tard dans la nuit, et à un moment donné, je perds conscience. C'est pas que je me suis endormi, mais c'était simplement, ça c'est devenu une sorte de vide, comme ça peut devenir quand on est dans une méditation très profonde, etc. Donc j'ai perdu un sens du temps, et après un moment donné, je me réveille, c'est-à-dire je sors de là, et tout d'un coup, donc je voyais rien, j'ai absolument rien vu de sa pièce, je suis pas bon en visualisation, c'est-à-dire de voir les choses, je suis bon au niveau audio, mais pas au niveau visuel, pour visualiser les choses dans la tête. Donc, j'étais un peu frustré, je me lève de cette chaise, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis bête ce que je suis en train de faire? Et je me mets dans mon lit et je dors, et c'est terminé. Et le lendemain, donc première fois qu'on parle depuis plusieurs jours, le téléphone sonne, c'est elle m'appelle, très énervée, visiblement, et en anglais, bon, je ne peux pas les traduire parce que c'est un anglais particulier, mais elle dit qu'est-ce que tu fous avec ma tête, tu me joues des jeux, etc. Et bon, finalement, j'ai une explication, je dis pourquoi tu dis ça. Et elle commence à m'expliquer que c'était, donc, elle avait juste, elle s'est retirée au lit, elle a éteint toutes les lumières, tout était fermé, etc. Et du coup, elle est dans son lit, et du coup, elle voit une sorte de petite lumière bleue qui est suspendue au-dessus de sa tête. Et ça lui donnait, ça fait très peur, du coup, et immédiatement, elle a pensé, c'est moi. Et elle avait la trouille, elle se cache, je le vois parce elle était très mignonne. Elle se cache sous les couvertures, elle attend un petit peu, elle regarde à nouveau, la lumière était toujours là, et elle se remet sur le lit, elle n'est pas ressortie de là. Elle s'endormit comme ça. Quelle heure était? Eh bien, c'était l'heure, ça coïncidait avec aussi les temps que moi j'étais placé sur la chaise, mais que j'avais perdu conscience, parce qu'il y avait un gap, en quelque sorte, entre, on va dire, 11h30 et minuit 10, quand je me suis réveillé. Je sais, il y avait à peu près 30-40 minutes, et c'était là qu'elle a vu cette chose-là. Donc, voilà. Il se peut que c'est une coïncidence, mais c'était quand même assez fort. Elle était 100% convaincue que c'était moi, et elle était quelqu'un qui était non pas simplement sceptique, mais qui était tellement fort dans son scepticisme que ça finit par nous faire éclater comme couple. Et ça coïncidait au moment que j'ai eu j'ai perdu conscience, on peut dire, en quelque sorte. Et j'ai eu aussi une expérience de perte de frontières avec la première copine que j'avais aux États-Unis.
Voilà. Mais qui avait aussi des éléments objectifs. Parce qu'on était avec les yeux fermés, et à un moment donné, elle s'est brûlée accidentellement. Et j'ai eu la brûlure, j'ai eu les sentiments, sans les voir, sans l'attendre, etc., sur les mêmes lieux. Donc, il y avait une sorte de confirmation que mon impression subjective, qui était qu'il n'y avait plus de frontières entre nous, qu'on avait, pendant longtemps, on était en train d'avoir un dialogue interne, mais entre nous, les yeux fermés, la bouche fermée, on était en train de discuter des choses. Et de temps en temps, j'ouvrais les yeux et je dis, mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que, hein? Elle disait, oui, oui. Ça, hein? Donc ça, c'était sur psychédélique à l'époque, hein? C'était 1960 quelque chose. Mais les psychédéliques peut-être peut expliquer certains aspects subjectifs, mais le fait que elle, parce elle a bougé un tout petit peu, elle a touché le radiateur qui était brûlant, elle s'est brûlée exactement en même temps. J'ai senti les brûlures, j'ai mis là, et ça m'a pris quelques dizaines de secondes, disons, pour me décider si je descends dans cette corps-là ou cette corps-là. Si je reprends possession de cette corps-là. C'était ça l'expérience. Donc ça aussi, ça peut être purement subjectif, mais la brûlure, c'était pas subjectif. Ça, c'était un sentiment très clair. Et c'était cohérent avec l'idée qu'en fait, on n'était plus dans l'impression quotidienne d'être séparés. On était dans un autre espace où ça semblait comme si on avait fusionné complètement. Juste pour clore, un mot de la fin. Ce que je peux dire, c'est que on est en face ici de choses qui sont qui changent tellement notre vision de ce qui est réel. Quelles sont les frontières entre l'individu et l'environnement, entre les individus, entre notre futur et notre présent. Ces phénomènes couvrent pratiquement tout, entre les vivants et les non-vivants. On est sur des choses qui sont tellement, qui secouent tellement notre vision quotidienne, on peut dire simple, directe du monde, que je pense, à minima, ça devait provoquer une curiosité, une envie de savoir plus. Donc, et je pense que, notamment pour les personnes qui ont aussi une orientation scientifique, que c'est quelque part, ça serait bien s'ils utilisent ce discernement qui fait partie de l'esprit scientifique et qu'ils appliquent ça face à ces questions qui sont pour moi très fondamentales. Donc je pense que pour moi il n'y avait pas d'autre chose plus intéressante d'étudier que ça. Peut-être il y a 2, 3 à gauche, à droite sur les Big Bang ou sur comment la vie a émergé à partir sur la Terre. Il y a certaines questions. Les ovnis, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des intelligences ailleurs? Mais il n'y a pas beaucoup. Voilà. Et là, c'est très proche de nous, en fait. Ça semble bizarre, mais ils sont extrêmement personnels. Ces expériences sont extrêmement intimes. Et je pense que, voilà, quelqu'un qui est éveillé intellectuellement, au moins doit avoir un moment qu'il montre sa curiosité, son envie de comprendre mieux, avec un esprit de discernement. Voilà. Merci beaucoup.